Ce qui devint la transformation la plus extraordinaire de l'histoire de Valbois commença par une simple tentative d'abus de pouvoir. Rien ne laissait présager que ce petit incident, perdu dans les brumes d'un matin ordinaire, deviendrait l'étincelle d'un changement historique. Cela se passa un jeudi, au lever du jour, quand le givre collait encore aux branches nues et que le ciel semblait figé entre la nuit et le jour. L'ancien commandant des forces spéciales, Étienne Marceau, marchait lentement entre les rangées ordonnées de ses légumes biologiques, dans son domaine à l'orée du bois. Il avait troqué ses armes contre des outils, ses ordres contre le silence de la terre, ses blessures contre le lent processus de guérison qu'offrait la nature. Pendant 7 ans, il avait vécu ainsi, coupé du tumulte, se reconstruisant loin des projecteurs. Mais ce jour-là, 3 véhicules de la gendarmerie déboulèrent dans l'allée de gravier. Pas de sirène, pas de sommation. Juste le bruit sec des portières qui claquent, le ton brutal des ordres aboyés et la manière dont ils avaient encerclé Étienne, comme s'il était une menace. Le chef de cette unité dévoyée, un adjudant nommé Roussel, croyait traiter avec un simple fermier. Il n'avait pas reconnu l'homme qui l'affrontait. Un vétéran décoré, ancien opérateur des missions les plus noires, et surtout un homme qui savait observer sans parler, encaisser sans plier. Ils l'accusèrent d'avoir installé des capteurs illégaux sur ces terrains. Des accusations absurdes, lancées sans preuve, mais avec une arrogance froide. Étienne ne répondit pas. Il les regarda seulement, droit dans les yeux, comme s'il avait déjà vu 1000 fois ce genre de regard, celui des hommes persuadés qu'ils pouvaient écraser sans conséquence. Ce que Roussel ignorait, c'est que la caméra solaire qu'il n'avait pas repérée filmait toute la scène. Et ce qu'il n'avait pas anticipé, c'est qu'un gamin du village venu livrer du compost verrait tout depuis la clôture et filmerait à son tour. En moins de 2 heures, les images se retrouvèrent sur les réseaux sociaux, accompagnées d'un simple titre. Ils ont choisi la mauvaise cible. La vidéo fit le tour du pays. Les internautes découvrirent non seulement l'humiliation injustifiée infligée à un homme paisible, mais aussi l'identité réelle d'Étienne Marceau. Les témoignages de ses anciens frères d'armes commencèrent à affluer. On parlait de lui comme d'un homme d'honneur qui avait sauvé des vies en silence, sans jamais demander de reconnaissance. Pendant que la tempête médiatique grandissait, Étienne restait silencieux. Il continuait à biner sa terre, répondre poliment aux curieux, mais refusait les interviews. Ce silence, loin de l'affaiblir, alimentait la fascination. À Valbois, les gens commencèrent à s'interroger. Qui étaient réellement ces gendarmes? Et pourquoi cibler un homme comme lui? Les langues se délièrent. Des commerçants parlèrent de pressions étranges. Un adolescent raconta avoir été fouillé sans motif. Une vieille femme évoqua une agression restée sans suite. Bientôt, il ne s'agissait plus d'un seul incident. Il s'agissait d'un système. Étienne fut invité à une réunion municipale. Il refusa d'abord, puis accepta, à condition qu'elle ait lieu dans la serre communautaire, parmi les tomates et les jeunes pousses. Là, sans notes ni micro, il parla. De son passé, de la guerre, des hommes qu'il avait vus tomber, de ce qu'il avait fui, et de pourquoi il avait choisi la terre, parce qu'elle ne ment pas, parce qu'elle rend ce qu'on lui donne. Son discours fut diffusé en direct. Il ne dénonça personne. Il parla de réparation, de justice lente mais réelle, de courage civique. Les jours suivants, plusieurs agents de la gendarmerie locale demandèrent à être transférés. D'autres, plus jeunes, vinrent frapper à la porte d'Étienne en civil pour s'excuser. Il les accueillit, leur montra les bacs de compost, les systèmes d'irrigation, leur parla d'humilité, de patience. Certains restèrent. 1 mois plus tard, le commandement régional suspendit l'unité entière. Une enquête fut ouverte. Des documents internes furent révélés, prouvant des pratiques illégales menées depuis des années. Extorsion, fouilles abusives, usage disproportionné de la force. Mais ce n'était plus seulement une affaire judiciaire. C'était devenu un élan populaire. Des habitants proposèrent de transformer une partie de la ferme d'Étienne en centre de réinsertion. Il accepta, à condition que cela ne ressemble jamais à une punition, mais à un nouveau départ. Des anciens détenus commencèrent à venir planter, pêcher, construire des serres. Parmi eux se trouvait Malik, un ancien jeune délinquant, arrêté 3 fois par cette même unité dévoyée. Il devint le premier salarié du projet. Puis vint Hugo,
un ancien gendarme, rongé par les remords, et puis Pierre, un instituteur en burn-out. Chacun portait ses blessures. Chacun trouva dans cette terre un moyen de les panser. La ferme devint un symbole. Les écoles y organisèrent des sorties. Les médias affluèrent. Mais Étienne refusa toujours de devenir un héros. Il n'était pas là pour briller, disait-il, mais pour cultiver. Cultiver des légumes, mais aussi des chances, des ponts. 2 ans plus tard, un ancien gradé, Roussel lui-même, sortit du silence. Il avait purgé sa peine. Il demanda à rejoindre le centre comme bénévole. Ce fut Malik qui lui ouvrit la porte. Ils s'observèrent longuement. Puis Malik tendit la main. Ce qui débuta comme une simple intimidation devint une histoire de rédemption qui allait remodeler la confiance entre citoyens et autorités, transformant d'anciens oppresseurs en protecteurs de ceux qu'ils terrorisaient jadis. Le brouillard du matin s'accrochait encore au champ, lorsque Julien Morel avança lentement entre les rangées de ses plantations, vérifiant les tuyaux d'irrigation avec la même précision qu'il utilisait autrefois pour inspecter ses armes. L'humidité perlait sur les feuilles de laitue, s'accumulait aux extrémités des tomates naissantes, et chaque pas qu'il faisait laissait une empreinte brève sur le sol meuble. Il portait une vieille veste d'armée recousue au coude, tachée de terre mais solide, et ses bottes enfonçaient le sol avec la régularité d'un métronome. Le soleil, encore timide, filtrait par nappes diffuses à travers les arbres bordant la propriété. Les corneilles croassaient au loin. Il régnait ce silence particulier que seuls les matins ruraux connaissent, un silence vibrant, peuplé de vie discrète. Julien inspira profondément, l'air frais gonflant sa poitrine, et sentit la présence apaisante de la nature autour de lui. Il n'avait pas toujours su l'écouter, ce silence-là. Pendant des années, c'était le sifflement des balles, les cris dans les radios brouillés et les battements précipités de son propre cœur qu'il avait entendus. 20 années dans les opérations spéciales l'avaient façonné. Le monde qu'il avait quitté n'était pas celui des discours ni des décorations, mais celui de la sueur, du sang et des décisions prises dans l'ombre. Chaque cicatrice sur son corps racontait une histoire que personne au village ne connaissait vraiment, et cela lui allait très bien. Ce matin-là, il tenait entre ses mains une petite vanne d'irrigation qu'il avait retirée la veille. Il l'examina, nota une légère fissure, la remplaça avec soin, puis se pencha sur un tuyau récalcitrant dont l'eau fuyait goutte à goutte. Son corps, bien que puissant, portait les signes du temps et du passé. Une raideur dans l'épaule droite, une légère claudication les jours humides. Mais aucune de ces douleurs n'avait l'emprise de celle qu'il avait laissée derrière lui. Alors qu'il se redressait, le dos légèrement courbé, ses yeux balayèrent machinalement l'orée du champ. C'était une habitude qui ne le quittait jamais. Surveiller l'environnement, remarquer le mouvement, anticiper l'imprévu. Et c'est là qu'il l'aperçut. Une silhouette familière, avançant d'un pas tranquille sur le sentier qui menait à la maison. C'était André Lefort, l'ancien pasteur, le même qui avait quitté sa chaire il y a 4 ans. Après une série d'événements que peu de gens comprenaient vraiment. Il avait gardé ce sourire légèrement en coin, entre malice et bienveillance, qui laissait toujours Julien dans le doute. André n'était pas un homme facile à cerner. Sous ses allures d'homme de foi se cachait une intelligence vive, un passé moins candide qu'il ne le laissait paraître, et un humour tranchant que les plus sensibles préféraient éviter. André portait un long manteau gris élimé que le vent faisait légèrement claquer derrière lui. Il avançait lentement, le regard droit, comme s'il savait exactement quand et où apparaître. Entre ses mains, un panier en osier. Julien plissa les yeux. Il reconnut la forme bombée d'un torchon en tissu à carreaux et devina aussitôt ce qu'il y avait dessous. Cela faisait 3 dimanches de suite qu'André venait lui porter ses fameux muffins, une recette à base de miel de lavande et de noix, paraît-il, transmise par sa grand-mère alsacienne. Julien savait que ces visites n'étaient pas seulement culinaires. André avait le don de flairer les âmes en déséquilibre, même celles qui prétendaient se tenir droites. Et s'il venait ce matin-là, c'était sûrement parce qu'il avait senti que quelque chose dans l'air ou dans les gestes de Julien appelait à être entendu. Il avançait d'un pas souple, les bottes frôlant à peine le sol humide, ses yeux rieurs fixés sur Julien, et sous son bras, toujours ce petit carnet à spirale
dans lequel il notait ce qu'il appelait ses pensées vagabondes. Julien se surprit à esquisser un sourire en coin. Il savait ce qui allait suivre. Une conversation inattendue, une remarque déstabilisante, un silence qui tomberait au bon moment. Et puis le goût du muffin encore tiède, partagé sur la terrasse en bois avec 2 tasses de café brûlant. André approchait, le visage levé vers la lumière pâle du matin, comme s'il saluait quelque chose d'invisible. Le brouillard se dissipait lentement, laissant apparaître les premières couleurs du jour. Les ronces le long du sentier étaient couvertes de gouttelettes qui scintillaient comme des perles. Julien, toujours debout au milieu de ses rangées, les bras croisés, attendit, silencieux, observant son visiteur avec une familiarité tranquille, presque fraternelle. Et c'est à ce moment précis qu'André Lefort arriva par le sentier avec un panier de muffins. « Je me suis dit que t'aurais sauté le petit-déj, » dit André, d'un ton léger, mais avec cette pointe de sollicitude qu'on n'apprend pas au séminaire. Il s'arrêta à quelques pas de Julien, leva le panier à hauteur d'épaule, comme une offrande païenne au dieu du travail matinal. « T'es dehors depuis avant l'aube encore. » Julien prit le panier avec un simple hochement de tête. Il souleva le torchon en tissu à carreaux, inspira doucement, comme s'il s'autorisait, juste un instant, à savourer quelque chose de tendre dans sa journée. L'odeur des muffins, miel, noix, une touche de cannelle, était identique à celle que Claire avait tant aimée. Il referma le torchon sans rien dire au début, les yeux baissés, puis dans un souffle à peine audible, murmura. Claire les appréciait. Il se tourna légèrement, fixant un point au loin qui n'existait que pour lui. Elle disait toujours que tes muffins étaient les meilleurs du canton, et elle s'assurait que je mange. La voix de Julien avait cette texture éraillée que seuls les deuils prolongés sculptent. Pas de sanglots, juste la morsure froide d'un souvenir trop intime pour être partagé souvent. André hocha lentement la tête, un petit sourire au coin des lèvres, un peu triste, un peu complice. Il répondit, presque comme une formule rituelle. « Faut bien que quelqu'un veille à ce que tu restes humain. » Ce fut suffisant pour briser la gravité du moment. Julien laissa échapper un léger rire, bref, sans écho, mais sincère. André répondit par un petit gloussement de gorge. Ce n'était pas grand-chose, mais dans la simplicité de ces échanges se cachait toute l'amitié qui les liait. Mais leur rire ne fit pas long feu. Il s'évanouit brusquement, comme balayé par un vent invisible, lorsque le grondement sourd de moteur se fit entendre au loin. Julien se figea. André tourna la tête vers le chemin de terre qui menait à la ferme. 6 véhicules noirs descendaient lentement la pente. Aucun gyrophare, aucun emblème officiel. Juste cette façon fluide et méthodique de se déplacer, qui n'appartenait pas aux touristes ou aux livreurs. André fronça les sourcils. Son sourire avait disparu, remplacé par une tension visible dans sa mâchoire. Il posa son carnet sur un piquet de bois, les yeux plissés. C'est encore eux, 3e fois cette semaine. Le ton n'était plus amical. Il y avait de l'inquiétude, mais aussi quelque chose de plus profond. Un mélange de frustration et de lassitude. Il avait vu ces hommes auparavant, entendu leurs pas lourds, senti leur regard glacial parcourir les murs de la maison de Julien, sans gêne ni justification. Julien, lui, ne bougea pas. Il restait planté là, le panier toujours à la main, comme une statue de chair et d'os. Aucun mot, aucune crispation dans ses gestes. Seul un léger durcissement dans ses yeux. Il connaissait leur rythme, leur manière d'encercler sans qu'on s'en aperçoive tout de suite, leur façon de parler en code qui n'en était pas. Il articula lentement, sans quitter les véhicules du regard, l'unité interne. Puis, après une brève pause, il pousse plus loin à chaque visite. « Ron m'a dit ce qu'ils ont fait à Lucien, au magasin de graines, » murmura André. « Ils ont prétendu que son local était non conforme. Il a le bras cassé maintenant. Il pense vendre. Son père l'avait construit. » Julien serra les mâchoires en voyant les voitures ralentir. 2 hommes sortirent, vêtus de noir, gilets pare-balles sombres, insignes à peine visibles. L'un, plus grand, cicatrice sous l'œil droit, leva la main en signe de salut moqueur. « Inspection Morel, dit-il. « Vous êtes venu il y a 2 jours, répliqua Julien immobile. « Nouveau protocole, répondit l'autre. « Contrôle aléatoire, sécurité, conformité, ordre du département. » André chuchota. « Ils n'ont aucun mandat. » « Ils n'en ont pas besoin, souffla Julien. Pas avec leurs nouvelles règles. »
Un des hommes photographia les bacs à compost, main proche de son arme. Vous êtes là pour les carottes ou juste pour piétiner la terre demanda Julien. Le grand sourit. On vérifie juste qu'il n'y a pas d'engrais interdits ou de matériel non autorisé. Julien ne broncha pas. Ferme bio ici. Le seul produit interdit, c'est la bêtise. Les règles changent, dit l'homme. Vous accueillez beaucoup de types douteux ici. Vétérans, anciens condamnés. Les gens s'inquiètent. Les seuls inquiets sont ceux qui abusent de leur pouvoir, trancha André. Les deux agents échangèrent un regard. La tension monta. Julien s'avança, se plaçant entre André et eux. Vous avez pris vos photos. Sans mandat ou directive du préfet, vous êtes en infraction. Le caméraman s'arrêta. Jouez pas au plus malin, Morel. C'est vous qui poussez, dit Julien. Et vous allez voir comme cette terre résiste. Silence. Puis les hommes repartirent. Celui avec la cicatrice, souffla André. Il reviendra. Il cherche la confrontation, répondit Julien. Et toi, tu veux quoi? La vérité. Et un dossier sur chaque menace. Si ça explose, il me faudra des preuves. Tu vas te battre? Pas avec les poings, avec les faits. Valbois mérite mieux. André hocha la tête. Je vais prévenir les gens. Ils te respectent plus que tu crois. Julien reprit son travail. Mais la paix ne durerait pas. Les SUV revinrent. Devant, le lieutenant Patrick Grégoire, chef de l'unité spéciale. Lunettes miroirs, gilet sombre, sourire carnassier. Belle installation, dit-il. Dommage si elle ne passait pas les normes. Qu'est-ce que vous voulez? Demanda Julien. 5 000 € par mois. Pas de rapport, pas de perquisition. Julien regarda ses mains. Et si je refuse? Un agent donna un coup de pied dans une cagette de jeunes pousses. Les accidents arrivent, dit Patrick. Julien fixa les plantes. C'étaient les roses d'André. Oh, on ira peut-être le voir ensuite, ricana Patrick. Julien leva les yeux. Dernière chance. L'unité rit. L'agent Fabre attaqua le premier. Julien esquiva, bloqua, fit tomber l'homme. En quelques secondes, il en avait neutralisé 4. Taser, arraché, corde de lacère, ils étaient tous ligotés dans la grange. Le shérif Alain Vasseur arriva sans gyrophare. « Tu pouvais pas laisser couler ?» demanda-t-il. « Ils ont menacé André, » répondit Julien. « Tu portes plainte ?»« Non. Je propose autre chose. » Autour d'une table de ferme, il exposa son idée. Ceux qui acceptaient restaient. Pas d'uniforme. Juste travail de la terre, thérapie, reconstruction. Ceux qui refusaient seraient jugés. Alain soupira. « Je rédigerai les papiers, mais si ça rate... » C'est sur moi. 3 hommes partirent. Le reste resta, pas par conviction, par absence d'alternative. Marc Duval était différent. Jeune, tendu, ancien militaire. Le soir, il demanda « Où est le piège ?» Julien planta un semis. Il n'y en a pas. Juste plus de badges derrière lesquels se cachaient. Bientôt, ils étaient une équipe. Légumes, réparation, pain partagé. Eddie, le mécano, restaura les outils. André apportait café et sourire. Il parlait peu du passé, juste de pluie et de compost. Le village changeait. Méfiance devenait entraide. Les gardiens de Valbois étaient nés, sans armes, juste des gants et de la bonne volonté. Mais dans le département voisin, le capitaine Vincent Monteil observait. Il dirigeait par la peur. Jonas était un virus. Il envoya un ultimatum. Dissoudre ou subir. Julien brûla la lettre. Une semaine plus tard, Vincent débarqua. Pas de préavis. Juste une armée en uniforme encerclant les champs. Julien sortit calmement. « Vous détruisez l'autorité, » dit Vincent. « Non, » répondit Julien. « Je restaure la confiance. » Marc se posta entre les hommes et la grange. Derrière lui, ancien militaire, gendarme repenti, villageois. Tracteur bloquant la route. André en tête, sécateur en main. Vincent scruta la foule. Ses hommes hésitèrent. Il partit. Mais le message était clair. Les appels affluèrent. D'autres villages voulaient comprendre. Julien ne donna pas de discours. Il partagea des graines. Il tendit des outils. « On apprend à écouter, dit-il. » La psychologue Dr. Ray installa des groupes de parole dans le grenier. Le centre grandit. Enfants, anciens, vétérans, tous trouvaient place. Puis vint l'incendie. Dormitoire en flammes. Aucune victime. Mais tout à reconstruire. Julien et Marc prirent leurs marteaux. Bientôt, tout le monde s'y mit. Aucune vengeance. Juste reconstruction. L'image fit le tour du pays. Vincent fut arrêté. Le tribunal était plein. Pas de haine. Juste des bâtisseurs. Vincent cracha « Vous regretterez l'ancien temps ». Julien répondit « Pas nous ». 5 ans plus tard, Valbois était méconnaissable. Crimes en chute libre, centre de formation à la place du vieux commissariat. Photos avant-après, témoignages. Le tribunal envoyait les délinquants au jardin, pas en prison.
Marc dirigeait les opérations. Sa plaque disait « On ne brise pas, on reconstruit ». Des roses poussaient, rouge pour le pardon, jaune pour le courage, blanc pour la paix. Julien restait discret. Même après que son nom ait circulé dans les journaux, même après que certains politiciens aient voulu l'inviter à la télévision pour raconter son exemple inspirant, il déclina tout. Il n'avait rien à vendre, rien à prouver. Le matin, il marchait entre les fleurs, café à la main, les bottes encore mouillées de rosée. Il faisait le tour du potager, passait la main sur les tiges de haricots grimpants, inspectait les cages à tomates, notait dans un carnet les lignes d'irrigation à revoir. Il parlait peu, mais chacun de ses gestes, méthodiques et calmes, en disait long sur ce qu'il semait vraiment ici. La patience, la reconstruction et surtout la confiance. Un jour, alors qu'il observait les papillons tournoyer autour des massifs de lavande, le petit-fils d'André, un garçon curieux et silencieux nommé Léo, vint à sa rencontre. Il n'avait que 12 ans, mais son regard portait déjà la profondeur de ceux qui écoutent plus qu'ils ne parlent. Il resta d'abord debout à côté de Julien, en silence, les bras croisés, puis finit par demander « Tu regrettes l'ancien temps ?» Julien tourna lentement la tête vers lui. Il n'eut pas besoin de demander de quel ancien temps il parlait. Les opérations, les missions, les nuits sans sommeil, les décisions impossibles. Il sourit, mais ce n'était pas un sourire facile. Il avait quelque chose de lointain, d'ému, et peut-être un peu douloureux. « Parfois, dit-il simplement. Mais ceci, c'est une mission durable. » Léo hocha la tête. Il semblait comprendre sans que tout soit dit. Il leva la main et montra l'horizon. Là-bas, des silhouettes s'agitaient autour d'une structure en bois et en verre. Une nouvelle serre prenait forme, assemblée par une équipe improbable. Anciens gardes et anciens détenus, côte à côte. Ils riaient, soulevaient des poutres, plantaient des piquets dans la terre, comme s'ils bâtissaient autre chose qu'un simple bâtiment. Julien les regarda un moment. Il connaissait chaque visage. Il savait ce qu'ils portaient et ce qu'ils tentaient, jour après jour, de déposer derrière eux. Quand le gouvernement annonça qu'il allait recevoir une médaille nationale pour service civil exceptionnel, Julien resta de marbre. Il n'avait jamais cherché de reconnaissance. Il refusa de prononcer un discours. À la place, il envoya Marc, l'ancien lieutenant repenti qui gérait désormais la logistique du centre, et la docteure Ray, psychologue de terrain et cheville ouvrière du programme de réinsertion. Ils parlèrent de lui, bien sûr, mais surtout de ce que le lieu avait changé en eux, en d'autres, en Valbois. Julien, lui, resta à la ferme. Ce jour-là, il remplaça 3 planches pourries sur la clôture nord, vida un bac de compost, puis arrosa les courges en murmurant une chanson qu'il avait apprise autrefois dans le désert. À la fin de l'après-midi, il planta une nouvelle rose blanche près du petit sentier. Il le faisait toujours après une étape importante. C'était sa manière de marquer le temps, sans date, sans plaque. Juste une fleur, enracinée. Car certaines révolutions ne naissent pas dans les rues, mais entre les rangs d'un jardin, dans la terre, sous une rose blanche plantée en paix. Ce soir-là, alors que le soleil fondait doucement derrière les collines et que les ombres s'allongeaient, une camionnette banalisée se gara en silence près de l'entrée sud. Elle n'était pas attendue. Personne n'en descendit tout de suite. Julien, depuis la remise à outils, l'aperçut. Un mauvais pressentiment noua sa poitrine. Il s'essuya les mains, marcha calmement vers la grille. À quelques mètres du véhicule, la porte s'ouvrit enfin. 2 hommes sortirent, costumes sombres, oreillettes, visages figés. Julien ralentit. Il les avait déjà vus. Pas ici, mais autrefois. Dans un autre monde. « Monsieur Morel ?» demanda l'un d'eux. Julien acquiesça. « Il faut que vous veniez avec nous. Quel est le motif ?» Ils échangèrent un regard, puis le second homme répondit, sans ciller. « Ce n'est pas à nous de le dire. On vous demande. Ordre direct. » Julien ne bougea pas. Les oiseaux s'étaient tus. Même le vent semblait suspendu. Dans un recoin de la serre inachevée, Léo observait la scène. Il vit son grand ami poser calmement son seau à terre, enlever ses gants de cuir et se redresser de toute sa hauteur. Il ne cria pas, ne protesta pas, mais dans son regard, quelque chose d'ancien, d'oublié, se ralluma. Il marcha vers la camionnette sans un mot. Avant d'en franchir la porte, il se retourna et croisa le regard de Léo. Juste une seconde, mais elle contenait tout. Le lendemain, Julien n'était plus là.
La ferme continua de tourner, mais son absence pesait comme un orage au loin. La rose blanche, fraîchement plantée, se dressait droite. Et dans le carnet de Julien, laissé ouvert sur la table, une seule ligne. Si un jour ils reviennent, ne vous battez pas. Plantez encore.